Bonjour tout le monde, on va aborder dans cette vidéo ce qui nous reste comme anémie hémolytique. Sachant que dans votre programme, les anémies hémolytiques les plus importantes, c'est drépanocytose qu'il faut bien reconnaître et retenir, c'est surtout la drépanocytose et la bêta-thalassémie. Mais c'est bien de connaître les autres mécanismes. Donc ça, comme ça, vous aurez une idée générale sur les différentes étiologies de l'hémolyse. Donc, si on reprend un petit peu l'algorithme des causes de l'hémolyse, donc on aura ce schéma donc, qui dit hémolyse dit raccourcissement des globules rouges, donc l'hyperhémolyse ou hémolyse pathologique. Donc on a dit que les étiologies soient une cause corpusculaire, anomalie au niveau de l'hémoglobine, des globules rouges, l'un des constituants des globules rouges, et généralement c'est des anémies congénitales dues à c'est un problème héréditaire. Voilà. Il y a l'HPN qui est acquis. C'est une anémie hémolytique acquise, l'HPN, donc ça. Mais ce qu'il faut retenir, corpusculaire, c'est congénital. Donc, c'est un problème soit au niveau de la membrane, ce qui va donner la pathologie la plus fréquente, c'est le Minkowski chauffard. Anomalie de l'hémoglobine, que ce soit qualitative ou quantitative, on a vu déjà en détail les différentes pathologies de l'hémoglobine. Qualitative, c'est-à-dire la synthèse d'hémoglobine anormale comme l'hémoglobine S, qui va donner syndrome la drépanocytose et les différents syndromes drépanocytaires quand il s'agit de double hétérozygosie. Voilà. Ou bien une anomalie quantitative, un déficit de synthèse d'une globine, soit alpha, soit bêta. Ou bien un déficit enzymatique, le plus fréquent, c'est le déficit en GCSPD. Pour les causes extracorpusculaires, c'est-à-dire agression extérieure, on a soit les causes non immunologiques, soit les causes immunologiques. Non immunologiques, c'est mécanique. Première cause, c'est mécanique. Quand on a une valve mécanique, elle est mal insérée, donc il y a une désinsertion. Quand le globule rouge passe dans le... Donc on a le flux sanguin. Si le globule rouge passe par cette valve, elle sera détruite. Les globules rouges vont être détruits. Ensuite, on a les causes paludisme pour les infectieuses, toxiques en cas d'intoxication au plomb par exemple. Immunologique, c'est les anémies, ou bien le venin, bien sûr, du serpent. On aura une anémie hémolytique qui est non immunologique, c'est toxique. Immunologique, il y a trois mécanismes. Soit des auto-anticorps dirigés contre les globules rouges, dans un contexte qui n'est pas, donc si on cherche une étiologie, on ne trouve pas d'étiologie, donc c'est idiopathique, ou bien secondaire à une maladie auto-immune, soit secondaire à un syndrome lymphoprolifératif, notamment la leucémie lymphoïde chronique ou bien les autres lymphomes. Donc, elle peut être primitive, donc idiopathique, soit secondaire à une autre pathologie. C'est des auto-anticorps synthétisés par le corps, dirigés contre les globules rouges. Et on met en évidence, on va détecter par méthode donc, immunologique, donc on va détecter les anticorps qui sont sur les globules rouges par le test de Combs direct. Voilà. On a l'alloimmunisation, c'est des anticorps qui viennent de l'extérieur, donc n'appartient pas au corps. Donc ça, on voit ça en cas d'accident transfusionnel, en cas de résultat négatif chez la femme enceinte et le nouveau-né. Donc voilà, et immunoallergique, c'est tout ce qui est médicament. Donc ça, c'est les différentes causes de l'hémolyse. On a vu tout ce qui est hémoglobinopathie, c'est le chapitre le plus important de drépanocytose euh, drépanocytose et bêta-thalassémie. On va dire un mot sur la membrane, problème de membrane, en cas de problème d'enzyme et en cas de problème immunologique. Et comme ça, on va faire le tour de la question sur tout ce qui est anémie hémolytique. Donc, pour les anémies hémolytiques d'origine membranaire, sur le plan physiopathologique, on a dit que la membrane, elle est formée d'une couche B lipidique, une couche B lipidique, bicouche lipidique,
bicouche lipidique, et il y a des protéines qui traversent soit la membrane intrinsèque, ou bien on a le cytosquelette qui est formé de protéines. Ce cytosquelette, il a des protéines. S'il y a une anomalie, et quel est le rôle de la membrane? Donc la membrane, c'est pour maintenir l'équilibre entre le milieu intracellulaire et extracellulaire. C'est le sac de globules rouges. Elle protège les globules rouges. Et également, le cytosquelette, il a sa fonction de garder la forme des globules rouges, la forme biconcave. C'est ça le rôle le plus important du cytosquelette. Garder la forme biconcave du globule rouge, cette forme qui lui permet de traverser les différents vaisseaux sanguins, même au niveau capillaire. Donc voilà, quand il y a une mutation au niveau des protéines qui maintiennent cette forme biconcave, donc il y aura une déformation des globules rouges. Du coup, il y aura ce qu'on appelle une perte de la forme discocytaire. Et puisque la forme n'est pas, les globules rouges sont de forme anormale, donc l'organe d'épuration donc, qui est la rate c'est un organe d'épuration. Quand les globules rouges traversent la rate, tout ce qui est bon traverse, il rejoint le sang. Tout ce qui n'est pas bon, il va être séquestré et détruit. Au niveau de la rate, ce qui va se passer pour ces globules rouges qui sont de mauvaise qualité. Les plus fréquentes, c'est phérocytose héréditaire ou la maladie de Minkowski-Schoffer. Il y a les autres anomalies de membrane qui sont les leptocytoses, tomacytose. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Pour les sphérocytoses héréditaires, quelles sont les caractéristiques? C'est des globules rouges sphériques. Perte d'un fragment membranaire responsable de diminution de la surface du globule rouge. Donc, il y a une diminution du rapport surface sur volume et du coup, les globules rouges elles vont être phagocytés. Ce qu'il faut se rappeler, il y a une anomalie de la membrane, donc il n'y a pas le globule rouge, il va perdre sa forme biconcave. Donc, il va former des petits globules rouges d'aspect sphérocytaire. Donc voilà, qui vont être phagocytés par la rate. Le mode de transmission, le plus souvent, c'est transmission autosomale dominant. C'est pas comme la bêta-thalle ou la drépanocytose. Bêta-thalle, drépanocytose, c'est récessif. Les deux parents doivent être atteints. Mais là, quand on a même donc récessif, c'est on a un des parents est atteint, donc on aura 50% d'enfants atteints et 50% d'enfants sains. Parfois, dans 20% des cas, l'absence d'antécédent familial suggère qu'il y a des néomutations, donc une mutation de nouveau. Mais ce qu'il faudra se rappeler, surtout que la transmission elle est autosomale dominante. Elle se manifeste par une anémie hémolytique chronique. Donc, une triade hémolytique. Il y a l'anémie, il y a l'hémolyse, donc la rate et l'ictère. C'est simple. Donc ça, c'est sur le plan clinique et surtout la rate de grande taille. Les caractéristiques de la microsphérocytose, on peut la détecter à un âge avancé. Donc, parce que les globules rouges ont des hémoglobine qui est fonctionnelle. Donc, seulement quand ils passent au niveau de la rate, puisqu'ils ont une forme qui n'est pas normale, donc ils seront détruits au niveau de la rate. Détruits au niveau de la rate. Donc, c'est pour ça qu'on a l'anémie hémolytique qui est chronique. Elle est généralement compensée. Elle est compensée. Elle survient donc détection. Elle peut apparaître à l'âge adulte, donc 20 ans chez le sujet de 20 ans, 15 ans, sauf si on a un contexte clinique donc, il y a des antécédents familiaux, donc on fait un dépistage. Sinon, il n'y a pas l'hémolyse aiguë, donc sauf en cas d'infection par parvovirus, là, on a une crise aplastique, c'est-à-dire une hypoplasie érythroplastique. Voilà, donc triade splénomégalie, caractéristique de la MSH, c'est la splénomégalie, qui est plus ou moins volumineuse. Donc, la splénomégalie et l'ictère. Sur le plan biologique, on a au niveau des globules rouges des sphérocytes, ce qu'on appelle des sphérocytes. Voilà les sphérocytes, c'est des cellules, on n'a pas de dépression à l'intérieur et c'est des donc des cellules de petite taille. Donc voilà.
VGM, il est normal ou diminué. CCM, fragilité mécanique. Comment on détecte ces globules rouges? Donc, ce qu'on appelle l'examen clé, c'est la résistance des milieux aux solutés hypotoniques. C'est-à-dire, donc, on met des globules rouges dans un milieu hypertonique. Ensuite, on commence à diminuer la tonicité. Dès qu'on diminue la tonicité, les globules rouges normaux, ils peuvent résister jusqu'à 0,5. Voilà. Mais les héréditaires, donc la microsphérocytose, elle ne résiste pas. Dès qu'on diminue un petit peu, il y aura une lyse. Donc, ce qu'on appelle diminution de la résistance globulaire. La résistance, elle est normale dans les globules rouges parce que la membrane, elle est intègre, elle est normale, donc elle peut exercer ses fonctions de protection des globules rouges contre la lyse. Mais là, globule rouge, la membrane, elle n'est pas normale, donc elle ne peut pas exercer. Et là, c'est un test d'hémolyse. Vous voyez que ces tests d'hémolyse, après incubation dans un milieu euh, salin, donc solution saline, à 37 degrés pendant 48 heures. Chez un sujet normal, on voit qu'il y a de l'hémolyse. Quand on rajoute de glucose, donc quand il y a un métabolisme, quand il y a de métabolisme énergétique, donc il y a moins d'hémolyse que sans glucose. Il y a de l'énergie, donc il y a moins d'hémolyse. Mais là, vous voyez chez un message, l'hémolyse, elle est très importante. Donc, voilà ce qu'on appelle la résistance globulaire. Donc, un message, problème de la membrane. Sur le plan clinique, triade hémolytique, elle peut apparaître jusqu'à sujet âgé. Particularité, on a un ictère néonatal. Si on demande dans les antécédents, effectivement, il a fait un ictère néonatal. Voilà qui est passé inaperçu. Ensuite, croissance qui est normale. Le problème, il vient pour une rate splénomégalie, pour un subictère, pour une anémie par crise aplastique en cas d'infection sévère. Donc, on fait l'hémogramme, on retrouve une anémie qui est régénérative, logiquement. Quand on fait un frotté, on trouve des sphérocytes. Anémie n'est pas trop sévère, sauf dans les formes sévères. On fait ensuite pour confirmer la microsphérocytose, bien sûr, il faut toujours éliminer tout ce qui est fréquent, tout ce qui est fréquent. Donc, on fait l'électrophorèse d'hémoglobine. Si on a une anémie hémolytique et triade hémolytique, la première des choses, on fait électrophorèse. Elle est normale. On fait, donc bien sûr, on a dans le frotté microsphérocyte, on fait la résistance globulaire. Ou bien, il y a d'autres méthodes qui est l'ectacétométrie, ou bien par cytomètre qui va calculer la courbe et des index de formabilité. C'est une meilleure méthode, donc c'est l'hectacétométrie. Donc voilà pour le message. Pour le traitement, c'est transfusion à la demande en cas de crise aplastique qui est mal tolérée, donc une anémie sévère. On fait généralement un message, ils vivent le plus normalement. En cas, ils font des angines ou bien une infection sévère, donc ils font une anémie associée. Il y a augmentation parce qu'il y a un état de désoxygénation du corps, du coup il y aura de l'hémolyse. Il faut supplémenter par l'acide folique qui déhémolyse des pertes de l'acide folique, une surconsommation, donc il faut supplémenter à titre préventif. Donc le seul traitement, il est curateur, il lève le... Donc puisque l'endroit de séquestration, c'est la rate. En cas d'anémie sévère où les transfusions sont très rapprochées, donc on doit guérir cette anémie en faisant une splénectomie. Il y a des indications bien précises pour les patients symptomatiques. Puisqu'il y a de l'hémolyse, il y a de la lithiase vésiculaire. Donc, le traitement, c'est la cholécystectomie en cas de lithiase vésiculaire. Donc, voilà pour le traitement. C'est vraiment symptomatique au cas par cas. Les autres anomalies, c'est les leptocytoses. Vous voyez, se forme elliptocyte. Ça, c'est stomatocyte. Stomatocyte, smiley. Voilà. Donc, voilà les autres anomalies de membrane. Ça, c'est pour vous montrer c'est quoi la MSH.
Pour les anomalies d'enzymes, les rétro-enzymopathies, on a vu que au niveau du globule rouge, il n'y a pas de noyau. Mais il faut qu'il y ait un métabolisme énergétique pour la survie des globules rouges. Donc, soit des voies de pentose, donc par voie aérobie. Donc, qu'est-ce qu'on a? La voie de pentose, il y a la voie d'Embden-Meyerhof. Donc, la voie de pentose, qu'est-ce qu'elle va donner? Donc, au niveau de la voie de pentose, glucose qui va donner du glucose 6-phosphate. Et ce glucose 6-phosphate, donc GCSP, il va convertir et donner de triose phosphate. Il va donner, donc on aura de la NADPH. NADPH qui est important dans la réaction de glutathion réductase. Il permet de protéger l'hémoglobine contre l'oxydation. Donc voilà. Donc G6PD, elle est importante dans la voie de pentose. Donc il y aura G6P qui va être converti en triose en donnant donc NADP en NADPH. Et NADPH, elle est importante dans les réactions du glutathion. Ce glutathion, il va protéger l'oxygène contre l'oxydation. L'oxygène contre l'oxydation. Donc voilà, ça c'est le premier rôle de G6PD. Il y a plusieurs enzymes. Là, on parle brièvement des différentes. Donc G6PD, il produit un ADPH qui est important pour production de glutathion, donc pour les réactions de glutathion réductase afin de protéger l'hémoglobine contre l'oxydation. Quand on est oxydé grâce au glutathion, il va être l'hémoglobine, elle va être protégée contre l'oxydation. Et elle va produire donc un ATPH grâce à G6PD. Donc ça, c'est la première réaction, le rôle de G6PD. Et il y a pyruvate kinase. Grâce à pyruvate kinase, il y a synthèse de NADH et il y a synthèse de l'ATP. Donc ça, c'est brièvement. Donc, sur le plan physiopathologique, on a dit que G6PD, c'est la première principale enzyme de la voie des pentoses qui est source de synthèse de NADPH qui est essentielle pour prévention contre les dommages liés aux oxydants. Donc, si on a un déficit en G6PD et le patient il est exposé à un agent oxydant. Donc, le patient il n'a pas de G6PD. Donc, son corps n'est pas protégé contre les agents oxydants. Donc, il y aura une oxydation de l'hémoglobine, ce qu'on appelle la crise hémolytique aiguë. Donc, il y aura un facteur déclenchant. Facteur déclenchant, il va donner l'hémolyse aiguë. Vous vous rappelez, dans l'hémolyse, il y a l'hémolyse intravasculaire, intratissulaire. Le plus souvent, c'est intratissulaire. Mais il y a les hémolyses aiguës. Les hémolyses aiguës intravasculaires, parmi les hémolyses intravasculaires, c'est déficit en G6PD. Donc voilà. En absence d'exposition, donc en cas de déficit G6PD, en cas d'absence d'exposition aux oxydants, donc il n'y a pas d'hémolyse. Mais quand le patient est exposé à un oxydant, le plus fréquent, le plus connu, c'est la consommation du FEV, ce qu'on appelle le favisme. Donc, la transmission est gonosomique, liée à l'X. Donc, les femmes sont porteuses et les garçons qui sont touchés. Donc, voilà, c'est la plus fréquente dans le monde. Dans les enzymopathies sur le plan clinique, donc ictère néonatal, épisode d'hémolyse aiguë. Hémolyse aiguë, c'est-à-dire une pâleur, hémoglobinurie, hémocédunurie, ictère, jusqu'à l'état de choc et parfois l'insuffisance rénale, puisque l'hémoglobinurie est morte. Donc voilà le tableau, plus rarement anémie hémolytique chronique. Donc voilà pour la clinique. Sur le plan hémogramme, elle est normale. En dehors, s'il fait une crise, on a l'anémie qui est au début régénérative, puis elle devient régénérative après 48 heures. On a des corps de 11 au niveau des globules rouges, c'est-à-dire l'hémoglobine qui est à l'état désoxygéné. Et diagnostic positif, c'est le dosage de GSPD. Le traitement, c'est surtout les transfusions lors des crises hémolytiques. C'est tout. Et surtout, le traitement de déficit en GSPD, il y a une liste des oxydants. Donc, éviter le FEV, consommation de FEV. Il y a des médicaments qui provoquent
il y a des médicaments qui provoquent les crises aplastique, donc les sulfames, etc. Et consommation faible, ou d'autres oxydants. Voilà pour splénectomie, elle est inefficace puisque l'hémolyse n'est pas tissulaire, elle est intravasculaire essentiellement. Donc voilà pour les érythroenzymopathies. Pyruvate kinase, elle est vraiment, elle est rare chez nous, elle est plus fréquente surtout en Europe, transmission autosomique récessif. Donc c'est tableau hémolyse chronique avec quelques poussées. Donc voilà pour les pour les anémies hémolytiques d'origine corpusculaire. Pour les acquises d'origine extracorpusculaire, on a soit immunologique par attaque par des auto-anticorps, soit toxiques, soit mécaniques. Ou infectieux, c'est paludisme. Ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout immunologique. Toxique, les autres non immunologiques, que ce soit toxique, que ce soit le paludisme infectieux, que ce soit mécanique, le tableau il est évident. Donc on a une valve des insertions, on a de l'hémolyse, c'est clair. Il y a toxique, donc soit serpent, toxine serpent, soit paludisme. Donc on a de l'hémolyse, c'est non immunologique, c'est pas agression directe des globules rouges. Les autres causes non immunologiques, on a soit des auto-anticorps qui sont dirigés contre les globules rouges, soit allo par la transfusion ou bien maladie hémolytique du nouveau-né qui est rhésus positif et sa mère rhésus négatif. Donc voilà, il y a des auto-anticorps qui sont dirigés contre le rhésus développé par la mère qui traverse le placenta et vont chez le nouveau-né. Donc il y aura donc hémolyse aiguë. Et pour on va détailler ça plus dans les transfusions, cours de transfusion. Et il y a les immunoallergiques, soit par complexe médicamenteux comme les quinines, soit voilà, mais pénicilline, etc. Et ce qui nous intéresse, c'est les auto-anticorps. Et on détecte les auto-anticorps par le test de Coombs. Il y a des antigènes, donc ça c'est l'anticorps anti, hein, et on fait donc ça, c'est le test de Combs direct qui met en évidence des anticorps fixés sur la membrane par des anticorps. Voilà le réactif. C'est le réactif, soit on voit les globules rouges et ça, c'est des anticorps qui sont contre les globules rouges. Qu'est-ce qu'on met? On fait des anticorps anti-anticorps qui sont fixés sur les globules rouges. On aura une agglutination. Donc le test de Combs, il est positif. Soit un test indirect, c'est-à-dire rechercher les anticorps dans le sérum. Voilà. Donc, le test direct, c'est rechercher les anticorps sur le globule rouge. Et le test indirect, c'est rechercher des anticorps au niveau du sérum. Pour les anémies hémolytiques auto-immunes, c'est le test de Combs qui est positif. Donc, soit il est à auto-anticorps chaud, soit c'est les différents auto-anticorps. Et ça permet de faire la part des choses. Et il y a les anémies hémolytiques, ce qu'il faut se rappeler. Donc, anémie hémolytique auto-immune, c'est cliniquement c'est triade hémolytique. Et sur le plan biologique, on a une anémie hémolytique qui est régénérative, bilan d'hémolyse qui est positif. Et pour dire que c'est une anémie hémolytique, donc il n'y a pas de contexte, on n'a pas d'antécédent, on n'a pas suspicion d'hémoglobinopathie, on n'a pas suspicion, c'est pas une anémie congénitale, donc on suspecte une anémie acquise. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un test de Combs direct. Il est positif, donc c'est une anémie hémolytique auto-immune. On fait le bilan étiologique, soit d'origine maladie auto-immune, soit syndrome lymphoprolifératif, soit ou bien quand il n'y a pas une cause, soit infectieux, etc. S'il n'y a pas une cause, donc c'est idiopathique. Donc voilà pour les différentes causes de l'hémolyse. Et comme ça, on a fait le tour de toutes les pathologies hémolytiques. Ben, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été clair. Ben, ça à la prochaine séance, Inch'Allah.